Bonsoir. C'est un peu difficile de passer après des ouvertures et surtout après le discours des artistes, donc on va revenir en arrière, mais je suis très gênée de parler après les artistes. Merci aussi aux deux musées Picasso, aux organisateurs de m'avoir convié à ce riche colloque, même si la question identitaire résonne curieusement dans le monde globalisé, comme l'a rappelé Gavin, et surtout dans le contexte actuel de la politique française. Fin de la parenthèse. Portrait de l'auteur, ou plutôt en sous-titre, les avatars de Gros-Pied. Le frontispice de la pièce de théâtre, écrite par Picasso en janvier 1941, Le désir attrapé par la queue, représente une scène vue d'en haut, un homme à la chevelure clairsemée portant des lunettes, assis sur une banquette face à une table, tient dans sa main droite un fin stylo ou un pinceau. Il a un encrier sur sa gauche et plusieurs objets difficilement identifiables. Crayons, équerres, insectes étranges sont posés devant lui ainsi qu'un gros livre. Il s'agit, comme l'indique l'inscription manuscrite, du portrait de l'auteur. Est-ce à dire de Picasso en train d'écrire le texte de la pièce? Certains y ont vu, à cause des lunettes, le portrait de son fidèle ami et alter ego Sabartès. Pourtant, une photographie de Brassailles de 1939, qui montre Picasso assis aux deux magots avec ses lunettes en train d'écrire, ressemble étrangement à ce dessin. Mais quelle que soit son identité, il s'agit ici du portrait type caricatural de l'écrivain, tel que le conçoit Picasso. Pourquoi l'auteur s'est-il ainsi donné une place de choix, figurant en tête du texte et se décrivant en train d'écrire? Rappelons que Picasso était représenté dans cette pièce par le personnage appelé Gros-Pied, joué par Michel Leiris, ce qui n'est pas le fruit du hasard. Le Gros-Pied pictural a déjà une origine littéraire. Il est issu, on le sait, du tableau de 1926, Le peintre et son modèle, faisant lui-même allusion au chef-d'œuvre inconnu de Balzac, qui se solde par l'émergence d'un pied sorti d'un fouillis de traits. L'identification de l'écrivain-poète, donc Michel Leiris au peintre, n'est pas le fruit du hasard. On connaît l'amitié et l'admiration inconditionnelle de Leiris pour Picasso. La lecture a lieu chez les Leiris, quai des Grands Augustins, le 19 mars 1944, sous le portrait de Marc Jacob. Michel Leiris écrivit de très nombreux textes sur Picasso, depuis celui de 1929, paru dans Documents, jusqu'au dernier, publié en 1989, Picasso écrivain ou La poésie hors de ses gonds. Et surtout celui sur La comédie humaine ou Les avatars de Gros-Pied de 1954, qui permet de comprendre par l'exploration obsessionnelle du thème du peintre et son modèle les profondes affinités entre ces deux artistes autobiographes à la recherche d'une réalité réelle, tangible, sous le signe du tragicomique, de l'ironie et du jeu, tous deux se moquant pareillement des faiblesses de l'âge et de leur profession. Cette pièce, très importante dans le contexte de la guerre et de l'occupation, est rendue célèbre par la notoriété tant de ses acteurs que des spectateurs présents, et surtout le premier livre de Picasso publié par la NRF dans la collection Métamorphose dès 1945. Michel Leiris raconte combien Picasso se réjouissait de voir ses pièces de théâtre publiées dans la série blanche des éditions Gallimard, car cela lui semblait le consacrer écrivain à part entière. J'ai donc choisi de partir de ce portrait de l'auteur pour retracer un possible portrait de Picasso à partir de ses écrits. Que dit Picasso de lui-même dans ses poèmes? Ce génie sans piédestal, pour reprendre l'expression de Michel Leiris, s'est représenté dans de nombreux autres portraits, depuis ceux de sa jeunesse jusqu'aux derniers autoportraits semblables à un masque mortuaire ou à un crâne, en passant par tous les nombreux avatars que nous avons déjà évoqués, l'arlequin, le minotaure, le matador, le mousquetaire, le taureau, le singe pour les animaux, le vieux peintre, le faune, le sculpteur barbu, l'homme au masque. Picasso aux multiples visages, aux multiples facettes, ou les avatars de Gros-Pied, comme l'écrit si justement Michel Leiris. Mais Picasso, nous allons voir, parle aussi de lui dans ses poèmes. André Breton, dans l'article qu'il consacrait aux écrits poétiques de Picasso, publié dans le Cahier d'art en 1935, disait déjà qu'il s'agissait d'un journal intime, à la fois sensoriel et sentimental. L'écriture apparaît véritablement en avril 1935, à un moment de profonde dépression. C'est la pire époque de ma vie, confiera-t-il plus tard, se manifestant temporairement par une impuissance picturale. S'il commence véritablement à écrire en 1935, rappelons que les mots et les lettres ont toujours été présents dans son œuvre. Journaux d'enfance, bandes dessinées, mots et lettres des papiers collés, calligraphie du début des années 30, Il neige au soleil. Bref, un véritable crayon qui parle, comme l'indique ce dessin, car pour Picasso, je cite, « Les arts ne font qu'un, on peut écrire une peinture en mots, comme on peut peindre des sensations dans un poème ». Il dit également à Roberto Otero,
Au fond, je crois que je suis un poète qui a mal tourné. Et également, si j'étais chinois, je ne serais pas peintre, mais écrivain. J'écrirais mes peintures. Picasso confirme lui-même à plusieurs reprises que l'écriture est pour lui à la fois une épreuve ou un terrain de vérité et un jardin secret. Je cite, « Ce que seulement l'encre de Chine ne cache pas. Si l'encre se cache pour gratter à loisir sa gale. Cette mise à nu est pour lui la seule façon d'atteindre sa vérité et d'aller au cœur des choses avec le pouvoir des mots. » Demeurant hésitant sur la publication de ses textes, il confiait en effet à Pierre Dex, « C'est comme de se mettre tout nu comme ce n'est pas le moment. » L'édition des écrits en 1989, que j'ai réalisée grâce à Christine Piau, ici présente, a donc permis de révéler un autre aspect de la vie et de l'œuvre de l'artiste. Et il est devenu difficile aujourd'hui d'aborder certains thèmes essentiels de sa démarche artistique, la corrida, la crucifixion, l'hispanidad, la guerre d'Espagne, l'occupation, la guerre, l'enfance, le temps et l'espace, la nourriture, la cuisine, sans le recours à ses écrits. C'est le lieu, écrit Picasso, où la forme d'une lettre, combinée d'une certaine façon, formerait la page complète de la vérité de l'histoire, passée au crible des mathématiques, de la poésie exacte de son œil. Confession donc d'ordre autobiographique que confirme sur un autre ton plus prosaïque son ami Sabartès, qui fut son fidèle assistant dans cette aventure littéraire, puisque c'est lui qui tapa à la machine la plupart des manuscrits. Le livre que voudrait faire Picasso, écrit-il, serait le reflet le plus exact de sa personnalité et son portrait le plus fidèle. Donc Picasso, écrivain. Le recours à l'écriture en avril 1935 à Boisgeloup est au départ, comme on l'a dit, quasi thérapeutique. C'est le seul moyen pour Picasso de libérer son énergie créatrice et de surmonter l'état dépressif dû aux tracasseries du divorce avec Olga, à la perte de l'atelier de la rue La Boétie. Je cite, « œuf brouillé dans le besoin d'écrire, oubli qui se noie dans l'encre, cœur qui brûle et éclate sur le papier. » Les premiers textes écrits sur feuille double de papier d'arche datent du 18 avril 1935. Pour situer cette époque, rappelons que le 23 mars 1935, il fait la gravure de la Minotauromachie et les 15 et 17 avril, il dessine Minotaure et cheval. Picasso se décrit donc très souvent lui-même en train d'écrire, trempant sa plume dans l'encrier, l'ombre de la feuille s'agitant sur le bleu du papier. Voir le bleu du papier quand il n'utilise pas le papier d'arche. Une araignée passe sur le papier où j'écris. Toutefois, qu'assis, écrivant sur son petit carnet, Sabartès raconte que Picasso écrivait aussi sur la table de la salle à manger ou de la cuisine à l'heure du déjeuner, pour pouvoir écrire assis au milieu de tant d'hyperboles mêlés avec le fromage et la tomate. Il écrit aussi dans les cabinets, comme en témoigne ce manuscrit sur papier de toilette du 20 novembre 1935. Son écriture est souvent rageuse et violente. Jamais on n'a vu langue plus mauvaise. Lit, gonflant sa tête, vomit sa phrase écrite sur l'ardoise de sa langue. Mais elle peut être lyrique, dadaïste, répétitive, argotique, semi-automatique, labyrinthique, rhizomatique, gongoresque. Picasso veut nommer les choses, même s'il est conscient de la polysémie des mots. Cette célèbre phrase « bleu », que veut dire bleu? Il y a des milliers de sensations que nous appelons bleu. Le bleu du paquet de gauloise, dans ce cas on peut dire que les yeux sont d'un bleu gauloise, ou au contraire, comme on le fait à Paris, on peut dire qu'un steak est bleu quand on veut dire rouge. C'est une poésie du quotidien, à ras du sol, dit Léris, et en même temps, par son rythme, ses rimes et ses répétitions, c'est une écriture incantatoire. La poésie est pour lui en effet comparable à un chant. Je cite, « Ceux qui, comme moi, peignent et chantent. Toute la littérature qui se promène au long du fil qui traîne par terre fait monter de la source lointaine un chant de flûte. » Ailleurs, il confie à Sabartès en avril 1936 « J'abandonne la peinture, la sculpture, la gravure et la poésie pour me consacrer au chant. » Malgré ce caractère de journal intime, Picasso écrit rarement à la première personne, sauf quand il s'adresse à lui-même. « Pauvre et que suis, j'écris » ou dans le texte du 17 septembre 1935, qui apparaît comme une véritable profession de foi, « Je donne, arrache, tords et tue. Je traverse, incendie et brûle. Je caresse, lèche, embrasse et regarde. » L'artiste peintre. « Ah, si j'étais artiste peintre, dit Picasso à Brassailles. » Mais Miro est un peintre, dit-il encore, et moi non. Et qu'est-ce que tu es? Je suis beaucoup plus, mais les gens ne me prennent pas au sérieux. Ils me prennent au sérieux seulement comme peintre, alors tant pis pour eux.
Que veut dire Picasso par ce déni de la peinture? Il ne tient pas seulement à souligner qu'il est aussi sculpteur, céramiste, graveur, dessinateur, car Miro et bien d'autres artistes, y compris Matisse, son rival, pratiquent aussi toutes ces techniques. Il veut dire que sa quête de la réalité dépasse de loin le projet proprement pictural. Pour Picasso, la peinture, le pinceau ne sont que des instruments, tout comme l'écriture, au service d'une création beaucoup plus ambitieuse par rapport au réel, à la saisie des choses, à la connaissance de l'être humain, en relation avec un monde cosmique. L'art a pour lui, depuis la visite du Trocadéro, une fonction magique d'exorcisme et est aussi profondément autobiographique. Chaque tableau est une goutte de mon sang. Picasso a en effet toujours traité avec familiarité et une gentille moquerie ce double de lui-même, l'artiste peintre, regrettant de n'avoir pas la naïveté des peintres impressionnistes ou même des peintres du dimanche. Et pourtant, il ne cesse de représenter de façon obsessionnelle le peintre et son modèle, un genre en soi, écrit Michel Leiris, en se posant toujours la même question. Qu'est-ce au fond qu'un peintre? Un manieur de pinceau, un barbouilleur, un génie méconnu ou un créateur démiurge qui se prend pour Dieu. Ses écrits sur la peinture, qui citent constamment la toile blanche, le châssis, les couleurs, le pinceau, disent bien ce double rôle prosaïque et mystique qu'il attribue à l'art. Palette qui barbouille la figure de la pièce, bouche entr'ouverte du pinceau, seul toucher de son pinceau de magie, installe à l'intérieur son atelier d'illusion, la table de mesure. Le drame de la création est pour lui comparable à celui de la corrida. Et le peintre, armé de son pinceau, est souvent identifié au matador. Drame comparable aussi à celui de la crucifixion. Faut-il boire l'interminable lit du tableau noir en toile cirée, décloué de son châssis, enveloppant le drame sous ses plis? Le châssis est assimilé à la croix, aveugle le puits d'aujourd'hui dans le fragment de toile en croix. La toile et le voile, épingle de nourrice prise entre les plis de son voile. Hostie, coupe de vin, pain et vin, banquet, tous les symboles attributs de l'Eucharistie sont cités. Éponge imbibée du vinaigre de son sang. Le bec du taureau ouvre la gourde de vin vieux, ventre du cheval, et la cave qu'éclaire l'huile de son sang. Nappe tachée du sang recueilli dans les coupes. Malraux rappelle cette anecdote. Nous, les Espagnols, c'est la messe le matin, la corrida l'après-midi, le bordel le soir. Picasso photographe également. Picasso compare la vérité de la photographie à celle de l'écriture. Je cite. La tentation que photographie l'intérieur de l'encrier. Ne radiographiant mon portrait, la plaque préparée de 100 onguents sorciers, m'enveloppant entièrement, et l'appareil à l'intérieur, au centre le plus profond de mon corps. Propos qui confirment l'importance qu'il a accordée à ses autoportraits photographiques et l'intérêt pour tous les photographes qui ont su capter son visage, ses expressions ou celui de son atelier qui est une autre sorte d'autoportrait. Écriture et photographie, comme la radiographie, vont au cœur des choses et permettent pour lui de transpercer le réel. Picasso, enfant. Bien que je vienne de loin, je suis un enfant et j'ai envie de manger et de nager dans l'eau salée. Les premiers textes d'avril-mai-juin 1935 font allusion à sa vie de petit bonhomme attendant impatient, évoque des souvenirs précis rapportés par Sabartès, comme la tour Caramel, qui est la tour Hercule de la Corogne, son angoisse lors d'un examen de calcul, car 6 et 6, 14 font 2,5, et ses premiers émois sexuels provoqués par la vue d'une femme nue dans la cabine de bain à la Corogne. Cabine qui, sur les plages, élèvent leurs crins et lui apprennent des malices qu'ils raconteront dans l'ombre à la tourterelle. Mais surtout, Picasso se souvient avec émotion du, je cite, baba fait d'eau de vie, farine, anis, sucre et huile d'olive, que ma mère m'a souvent envoyé, sachant combien me plaisaient ces choses quand j'étais encore enfant. Picasso s'est souvent représenté en enfant, se projetant d'abord dans le polo en arlequin, puis vêtu d'un costume marin avec béret portant l'inscription Picasso. Et ici, il pratique la confusion des genres, des identités mutantes, puisqu'on ne sait pas s'il s'agit d'une fille, d'un garçon, d'un enfant. Ce costume marin, on le retrouve dans la plupart de ses portraits, et surtout dans les textes des 19-20 mars 1938. Aux gencives du costume marin, roulant en boule le gros tas de flammes, voilà la boule de feu du désir attrapé par la queue. Autre citation, le costume marin se met sous elle, colle ses lèvres au ventre et tête aux mamelles. Et à la fin de sa vie, il se représente en jeune peintre, dans un retour cyclique de la vieillesse à l'enfance de l'art. Picasso espagnol. Les références à l'Espagne apparaissent surtout dans les premiers textes de 1935, puis en 1937 au moment de la guerre civile, pour revenir en force à la fin des années 50 avec l'enterrement du comte d'Orgaz. De son pays natal, Picasso retient principalement les chants et les danses.
Tout le vocabulaire du flamenco est constamment répété. Taconeo, fandango, soleares, canterondo, castagnette, garotine. Il cite également les fêtes populaires, la verbena, saeta, la musique des zambomba, la nuit de la Saint-Jean. Il insiste, mais ça je ne vais pas insister, sur les mets et les spécialités culinaires. Gazpacho, chorizo, jambon d'Estramadour, sanguifeche, churro malagueño. Sa poésie est une véritable auberge espagnole où l'on trouve à boire et à manger. Mais c'est une cuisine populaire et méditerranéenne. Picasso cite enfin ces villes, Malaga et surtout Barcelone, où nous sommes. Barcelone, la belle et l'intelligente, où j'ai laissé tant de choses suspendues à l'autel de la joie, que maintenant je mélange d'un peu de la couleur, du pigeon, de la mélancolie. Je ne fais pas d'analyse, je pense que vous comprenez les allusions. Picasso aficionado. L'un des thèmes centraux et récurrents des textes est celui de la corrida. Aujourd'hui, je vais vous écrire une corrida dont vous vous lécherez les doigts. Il met en scène tout le vocabulaire de la tauromachie, la quadrilla, le gazil, moulillas, cap, épée, torero, les étoiles de l'habit de lumière, et conçoit la corrida comme un rite sacrificiel, l'associant aussi bien au culte de Mitra qu'à la crucifixion. Tous les textes ont leur équivalent en images. Quand le taureau avec sa corne ouvre la porte du ventre du cheval. Le cheval qui s'étripe, que les fleurs tordent l'arène, crépitant du sable des horloges. Le dialogue du taureau et du cheval, malgré l'évidence du drame qui se joue, et qu'il me faudra aller arracher au fond du regard de chacun des spectateurs avec la plus fine de mes aiguilles. Ah, pardon, je reviens en arrière. La corrida révèle un mystère à lire dans les entrailles du cheval. Je cite, « L'odeur de la puanteur et l'odeur des tripes crevées parmi les mains de sang assassines déborde le ventre du cheval et commence la messe, les désirs d'amour de la communauté, de tout un peuple qui fouille dans les entrailles et cherche de ses mains le cœur qui s'échappe avec la vie du taureau. » Le taureau est évoqué par son mufle, ses cornes, son poil, sa couleur sombre, son origine aquatique, il parle du lac taurin, mais surtout il est défini par son œil, la clé de son œil malaguène, et son don de voyance, seul l'œil du taureau qui meurt dans l'arène voit. Tout comme Michel Leiris, Picasso s'identifie à la fois au taureau et au torero, à celui qui meurt, à celui qui tue, endossant tour à tour le rôle de bourreau puis de victime, les attributs féminins puis masculins. Et la jument est toujours identifiée à la femme. Mais en fait, lui, Picasso, voulait être picador. Il confie à Dominguine, « Faute d'être peintre, j'aurais aimé être picador. » Picasso Minotaure. L'identification de Picasso Minotaure est clairement exprimée dans un texte. « Je suis né, au féminin, et eux, d'un père blanc et d'un petit verre d'eau de vie andalouse, né à Malaga, dans les Percheles, le beau taureau qui m'engendra le front couronné de jasmin. » Identification qui est confirmée par les gouaches et les dessins de mai-juin 1936, dans lesquels Picasso se représente en Minotaure et parfois vêtu du costume d'Arlequin. Le texte de 8 mai 1936, je cite, « Couronné de fleurs, d'une jeune fille à la tête de taureau, habillée d'une robe blanche, debout sur son bateau, chaud noir vive des profondeurs des grottes, où volent attachés les papillons des mains, aimés dans l'absolu noir du soleil. » Correspond à cette gouache du 6 mai 1936, Minotaure et jument morte devant une grotte. On voit que l'écriture permet à Picasso un collage d'images et de métaphores encore plus riche et complexe que celui de la peinture. Le 6 juin, il écrit « Serré au cou par le nœud fait avec les manches du costume d'Arlequin, la tête du taureau expire. » Description de la gouache du 28 mai 1936. Picasso peut être ainsi déguisé en Minotaure, qui est soit pour lui une bête indomptable, un monstre, soit comme dans certaines gravures et dessins, un doux bovin expirant dans l'arène. Il est aussi ici le sculpteur barbu, portant la jument morte, et le jeune homme androgyne au maillot rayé. Il fait aussi allusion aux péripéties de sa vie conjugale quand il déménage à Juan-les-Pins en avril 1936 avec Marie-Thérèse, la jument, et Maya, le petit cheval, dans le dessin et la peinture du Minotaure des ménages. Dans les textes, il dit « Voiture de déménagement farcie de souvenirs. Faune qui tire le char de l'oubli, enfile sur la corne du taureau sa guirlande. » Picasso amoureux. Au fond, il n'y a que l'amour, confiait Picasso à Thériade. Et à Geneviève Laporte, l'amour n'existe pas encore. On trouvera plus tard quelque chose là-dessus dans ce que j'ai écrit et qu'on appelle mes poèmes. L'amour est en effet très présent dans les textes. Amour heureux, donne-moi l'amour, la fraîcheur du feu de l'amour. Ou malheureux, le corps déchiré de l'amour qui saigne.
Car, écrit-il, l'amour est une ortie qu'il faut moissonner chaque instant si l'on veut faire la sieste étendue à son ombre. En 35 périodes d'intense activité amoureuse avec Marie-Thérèse, il raconte sans cesse, guillemets, l'histoire véritable et concrète d'un amour sans pareil, frais comme une rose au rosier, attachée au soleil. Et ne veut plus dire « Que dire combien je l'aime et suis tellement content d'être à toi et si bien à toi que j'aime tant mon ami. » Ça peut être un transport divin, l'amour fond le métal du rail de l'hirondelle, ou le prosaïsme du quotidien, l'amour assis dans un coin de la cuisine s'amuse en coupant les ongles. La passion charnelle a ses bons et ses mauvais côtés. L'amour charnel la nuit avec ses gants de rire, ou bien l'amour qui siège au coin le plus noir du tuyau de vidange d'Olivier. Marie-Thérèse, fleur plus douce que le miel, MT, tu es mon feu de joie. Elle est constamment citée directement. Les lettres MT, les lettres MT flottant au gré des vagues, ou bien par ses attributs, cheveux blonds, bleu du corsage, couleur lilas, tourterelle. Elle est la muse de la poésie de Picasso. Douceur, amour, sensualité, femme qui dort. Je cite. Toujours si câline et si douce aux lèvres, ne prononçant un mot que pour le caresser, ne regardant le ciel que couché sur le lit, laissant traîner ses bras. Combien je l'aime maintenant qu'elle dort. Picasso célèbre également leur rencontre. Aujourd'hui, anniversaire de cet amour qui est ma vie, écrit-il le 11 janvier 36, 9 ans après leur rencontre en janvier 27. Il n'oublie pas la petite Maya dont on entend les pleurs de la petite fille coquillage, un enfant pleurant dans son berceau, le berceau aux yeux étonnés, énervé par les pleurs de la petite fille. Attendrissement paternel qui s'exprime dans le dessin du 7 avril, l'homme au masque, femme et enfant dans son berceau. Par contre, en 41, dans le désir attrapé par la queue, l'amour a des genoux écorchés et mendie de porte en porte. À toi le bonheur et les emmerdements, prédit l'oignon à gros pieds en parlant de Dora. Je vais sauter Dora parce que je suis en retard. Je dirais juste qu'elle est diablement séduisante dans son déguisement de larmes et chapeautée à merveille. Le dernier rôle que l'on peut attribuer à Picasso est celui du Picasso cannibale, déjà évoqué par Michael, de celui qui s'approprie le pouvoir de l'autre en l'ingérant, digestio, excrétion. Il nourrit son énergie vitale de tout ce qu'il peut ingérer dans son art et dans sa vie. Je n'en peux plus de ce miracle, écrit-il, qui est de ne rien savoir dans ce monde, de n'avoir rien appris qu'à aimer les choses et les manger vivantes. Ailleurs, il écrit « Mangez les couilles du mort ou léchez les digestions de vos pères ». Donc, au-delà de ces multiples rôles qu'on a abondamment cités, Picasso s'identifie enfin aux artistes qu'il admire. Qu'est-ce au fond qu'un peintre? C'est un collectionneur qui veut se constituer une collection en faisant lui-même les tableaux qu'il aime chez les autres. Je ne citerai pas non plus la référence à Velázquez, Goya et Courbet, puisqu'elle a été déjà citée par Jessica ce matin. Je finirai donc par Picasso avance donc masqué, tant dans la vie que dans ses peintures ou dans ses écrits. Mais qu'y a-t-il derrière cette mascarade? Rien, le vide, ou bien personne, comme il est écrit sur la boule de feu à la fin du désir attrapé par la queue. Personne, étymologiquement persona, le masque des acteurs grecs, donc une double mascarade. Toute sa vie, rapporte Malraux, Picasso a cherché le masque, le signe, le symbole, le fétiche. Du masque nègre au tarot d'Avignon, c'est toujours la même quête. Mais qu'y a-t-il derrière le miroir? Rien. Picasso, peintre du néant, ou plutôt du paradoxal et ambivalent Nada todo de Saint-Jean de la Croix, ou du Vivir des Vivienne Dossé. Je vous remercie et pardon d'avoir dépassé.